et à tous, je suis très ravi de vous accueillir ici, au nom de l'Université de Liège, pour un café des sciences consacré aux océans. Alors je ne vais pas être très long, je vais laisser la parole rapidement à ma collègue Aïda qui va vous présenter plus en détail les orateurs que nous remercions déjà très chaleureusement et les oratrices que nous remercions très chaleureusement pour leur présence ce soir. Donc le café des sciences, comme son nom l'indique, il n'y a pas vraiment de piège, ça se passe dans un café et l'objectif est de mettre la science en débat et surtout de permettre à tout un chacun d'interagir avec des scientifiques. Alors ce café des sciences est un petit peu particulier puisqu'il se déroule dans le cadre d'un colloque qui est le 55e colloque international sur la dynamique des océans. J'ai bien retenu ma leçon, c'est bien. Et également dans le cadre de la Journée mondiale des océans qui se déroule le 8 juin, mais puisque à Liège, on n'a pas toujours peur de l'exubérance, ça ne devrait être qu'une journée le 8 juin, mais nous avons un programme qui excède très largement le 8 juin. Nous avons déjà eu une projection réalisée par nos collègues de l'Aquarium Museum, que je salue également. Et il y a tout un programme que vous pouvez retrouver sur le site notamment de Réjouiscience, www.réjouiscience.uliège.be. Donc cette journée mondiale des océans a encore plusieurs rendez-vous, une conférence jeudi prochain, une exposition photographique que je vous invite vraiment à découvrir, une petite exposition interactive le samedi toute la journée à l'Institut de zoologie. Je dois juste encore dire que ce Doc Café donc, est organisé, je l'ai dit, par l'Université de Liège dans le cadre de cette journée. Et également, cette journée rassemble toute une série de partenaires de l'Université de Liège, donc l'Aquarium Museum, la Maison de la Science, l'unité de recherche Focus qui s'intéresse aux eaux douces et aux eaux marines à l'Université de Liège, et également Réjouiscience qui est la cellule de diffusion des sciences et des technologies de l'Université de Liège. J'ai déjà été bien bavard, Aïda, je peux te laisser la parole. Donc, le principe rapidement d'un Doc Café, c'est que les orateurs vont parler plus ou moins une dizaine de minutes. Ils vont s'enchaîner en donnant un point de vue différent sur un sujet qui est ici les océans. Et ensuite, nous circulerons dans la salle pour partager des questions avec les orateurs. Et je vous invite vraiment à animer ce débat et à profiter de la chance que nous avons d'avoir ces scientifiques pour poser toutes les questions qui vous viennent à l'esprit. Aïda ? Voilà, merci. Donc voilà, je m'appelle Aïda. Donc je suis océanographe à l'Université de Liège. Je travaille ici depuis que j'ai commencé mon doctorat. Et comme Thomas a bien mentionné, nous organisons donc ce colloque de la dynamique des océans depuis 55 ans. La dynamique des océans, c'est un terme un peu vague. Et en fait, chaque année, on se focalise sur un thème qui attire l'attention des experts internationaux. Cette année, on s'est penché sur le thème des extrêmes, des événements extrêmes dans l'océan. Vous avez peut-être certainement entendu parler des canicules marines, vous avez peut-être entendu parler des inondations côtières, etc. Donc il y en a des événements assez extrêmes qui peuvent arriver à l'océan. Et donc on a, pendant toute cette semaine, une série d'experts qui sont venus ici à l'université. On est en fait ici en face à la place Ventoux et on discute, on présente nos dernières recherches. Enfin, c'est très convivial. Et donc dans ce cadre-là, j'ai voulu profiter justement de ces experts pour qu'ils viennent donc vers les gens, vers les gens de Liège, pour expliquer donc c'est quoi ces extrêmes, qu'est-ce que les changements climatiques ont à voir avec ces événements, pourquoi ils arrivent. Etc. Donc, ce qu'on va vous proposer, en fait, c'est un voyage, on va dire comme ça. On va commencer ici à Liège et on va tout doucement s'approcher vers l'océan. Et donc, on va voir comment ce qu'on ressent ici, donc sur la Terre, est connecté avec ce qui se passe dans les océans. Donc, comment les océans sont en train de changer avec ces changements climatiques, quels sont les événements qu'on peut donc subir. Donc, on va en fait aller. Justement, ils se sont bien mis dans l'ordre. On va commencer par Christophe, qui va commencer, donc, comme je disais, ici sur la Terre, et on va donc se diriger vers l'océan. Et donc, Sabrina reprendra la parole pour nous parler de ces interactions entre la Terre et l'océan. Et par après, en fait, je vous dis déjà quelque chose, il y a un orateur qui manque, donc j'espère qu'il arrive. Il va vous parler des canicules marines, mais s'il n'arrive pas, c'est pas grave, parce qu'on a donc Cécile est doctorante ici à l'Université de Liège, et elle est spécialiste des canicules marines.
Et donc, elle est ici aussi pour vous donner donc cet aspect de nouvelle génération qui est ici pour justement faire la recherche de demain et donc comment elle voit le monde de demain et comment elle voit son rôle de chercheur. Donc voilà, je vais laisser la parole à mes chers invités. Donc je remercie déjà de leur disponibilité et voilà, j'ai hâte de vous entendre. Non? Oui? Si. Ça y est. Merci beaucoup pour cette introduction et pour cette invitation. Donc, comme l'a annoncé Aïda, moi je vais avoir la tâche de commencer par l'atmosphère et puis les continents, pour ensuite migrer vers l'océan, peut-être par l'eau, on ira par les rivières, on ira par les nuages vers l'océan. Que dire en fait sur le changement climatique qu'on est en train de vivre aujourd'hui? Donc ce changement climatique, quand on le regarde par rapport aux fluctuations climatiques du passé, on voit qu'on est face à une rupture. Une rupture par rapport aux fluctuations naturelles du climat. Le climat a toujours varié depuis la création de la Terre. Mais actuellement, on est dans une rupture parce que les variations de l'ensemble en fait, des indicateurs climatiques, du système climatique, des processus climatiques, ces variations de ces processus-là sont inédits. Alors inédits à l'échelle de l'espèce humaine. Donc on est face à un défi où en fait le changement climatique que l'on induit est inédit pour nous. Si on remonte un petit peu dans le temps, la concentration de CO2 dans l'atmosphère, qui est vraiment le marqueur de notre empreinte, de notre influence sur le climat, aujourd'hui on émet 40 milliards de tonnes de CO2 dans l'atmosphère chaque année, par la combustion des énergies fossiles, le pétrole, le gaz naturel et puis le charbon, et puis aussi un petit peu par la déforestation et l'usage des sols. On émet 40 milliards de tonnes. Il y en a une partie qui s'accumule dans l'atmosphère, donc la concentration de CO2 s'accumule dans l'atmosphère. Et si l'on regarde avec ce qu'on appelle les archives climatiques, c'est des milieux qui ont enregistré les climats dans le passé, qui nous permettent de reconstituer les climats du passé, on voit qu'on est dans une rupture, on voit qu'on est dans l'inédit parce que la concentration de CO2 dans l'atmosphère aujourd'hui est la plus haute jamais observée depuis au moins 2 millions ou 3 millions d'années. L'Homo sapiens, c'est 300 000 ans, à peu près, et on va dire le développement d'une société moderne, on va dire moderne par la sédentarité, par la sédentarisation et l'agriculture, c'est à peu près 12-15 000 ans. Donc vous voyez les échelles de temps de la rupture, de l'atmosphère que moi je respire, que vous respirez, c'est l'atmosphère la plus carbonée que notre espèce humaine, notre ancêtre Homo sapiens, il y a 300 000 ans, ait pu respirer. Donc on est à ce moment particulier, on est à un moment particulier aussi, aujourd'hui la science nous permet de dire, vraiment d'affirmer de manière sans équivoque que ce qu'on est en train de vivre est dû aux activités humaines et n'est pas dû aux facteurs naturels. Donc de manière sans équivoque due aux activités humaines, et également on peut aller plus loin aujourd'hui en disant que l'intégralité du réchauffement climatique qu'on est en train de vivre est due aux activités humaines. Pas 80%, pas 90%, 100% du réchauffement climatique est dû aux activités humaines. Donc on a un climat qui s'est réchauffé, et ce réchauffement il se traduit déjà par, c'est ce dont on va discuter, des extrêmes partout, des extrêmes à la fois dans l'atmosphère, sur les continents, dans les océans, des extrêmes. Alors extrêmes, on a par exemple des canicules terrestres, canicules marines, des pluies diluviennes, des submersions côtières, des sécheresses, des incendies. Voilà, ces extrêmes aujourd'hui, ils sont rendus plus fréquents, plus probables, plus intenses, dus aux activités humaines, et ils apparaissent dans des saisons et des lieux assez inhabituels. Et on peut déjà attribuer les changements d'extrêmes à cette activité humaine. Alors j'ai regardé un petit peu les événements extrêmes, les derniers événements extrêmes qu'ont pu subir la Belgique. Bon, c'est surtout l'inondation de 2021, c'est ça, 2022, et donc les études d'attribution sur cet événement-là nous montrent que c'est un événement exceptionnel, c'est un événement très rare. Sa durée de retour, c'est-à-dire la probabilité que ça arrive, c'est une fois tous les 400 ans. Donc c'est vraiment exceptionnel. Mais on montre que cet événement-là, il a été rendu, l'intensité de cet événement-là a été rendue 20% plus forte due aux activités humaines. Et on peut aujourd'hui faire ça pour l'ensemble des événements extrêmes. On peut faire des études de ce qu'on appelle d'attribution.
Donc on peut regarder comment l'influence humaine a modifié l'intensité et la fréquence. Donc voilà, on est à ce moment particulier, et puis on est à un moment aussi, le moment des choix. Le moment des choix parce que, en fait, le climat de demain n'est pas écrit, mais les choix et les actions d'aujourd'hui conditionnent le climat de demain. Et c'est pas après-demain, c'est vraiment demain, parce que le changement climatique va se poursuivre. On a pris à 1,1, 1,2 degrés à l'échelle globale de la planète depuis à peu près 100 ans. Il faut être plus près, c'est ça. Et donc on va dépasser le seuil de 1,5 degré au début des années 2030. Et ensuite, le climat n'est pas écrit. Et donc tout dépend des actions d'aujourd'hui. Pourquoi des actions d'aujourd'hui? Parce que je vous ai dit que le CO2 s'accumulait dans l'atmosphère. Et donc en fait, toute tonne de CO2 émise aujourd'hui induit un réchauffement supplémentaire et donc conduit à des risques et des extrêmes supplémentaires. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut limiter nos émissions de gaz à effet de serre de manière drastique et il faut engager une transformation vraiment très profonde, une transformation à la fois dans les techniques et également dans les modes de vie qui vont nous permettre d'arriver à une société qui soit décarbonée. Donc est-ce qu'on est sur cette trajectoire? La réponse est non. Si on suit aujourd'hui les politiques publiques qui sont sur la table, on s'engage vers, à la fin du siècle, vers à peu près 3 degrés de réchauffement, 2 degrés vers 2050, et sur l'Europe, ça fait 3 degrés. L'Europe se réchauffe un petit peu plus vite que la moyenne mondiale. Et donc on est sur cette trajectoire-là parce que, en fait, vu les politiques publiques qui sont sur la table, on est dans une stabilisation des émissions de gaz à effet de serre. On n'augmente plus, mais on stabilise, alors qu'on devrait diminuer très fortement. Et donc tout ça va se traduire évidemment par des événements extrêmes qui vont être plus forts. Et la question centrale est de s'adapter aussi à ces événements extrêmes, d'adopter des stratégies d'adaptation qui vont nous permettre de diminuer les risques, donc assurer une forme de sécurité face à ces événements extrêmes, et qui vont nous permettre aussi de changer un petit peu nos modes de vie ou de la relation en fait aux aléas climatiques pour diminuer nos émissions de gaz à effet de serre tout en s'adaptant. Parce que le danger aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle la maladaptation. Je vais peut-être finir sur ça, parce que je crois que je suis un peu long. La maladaptation, ça consiste à prendre des mesures. Je ne suis pas devant le micro. Ça consiste à prendre des mesures qui en fait permettent de diminuer les risques à très court terme, mais qui ne permettent pas de transformer la société et donc qui nous verrouillent dans des pratiques qui sont telles que les risques augmenteront de manière inéluctable et on ne sera vraiment pas prêt dans quelques années, voire quelques décennies. Donc on est à un moment crucial, à une période cruciale, donc d'adaptation au changement climatique, tout en atténuant, c'est-à-dire limitant, activant les leviers de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Alors l'adaptation, en fait, on peut dire que c'est un échec, parce que ça veut dire qu'on n'a pas réussi à diminuer nos émissions de gaz à effet de serre, mais l'adaptation, elle sera un succès si, en fait, l'atténuation est aussi un succès. Pourquoi? Parce que il y a des limites à l'adaptation. Plus les niveaux de réchauffement sont élevés, moins il est possible de s'adapter. Il y a des limites fortes dans les écosystèmes terrestres et marins. Je pense qu'on en reparlera. Au-delà d'un certain seuil, l'adaptation n'est plus possible. Donc voilà, il faut diminuer et puis s'adapter aussi. Tu n'as pas dit qui tu es. Ah, j'ai pas dit qui j'étais. J'ai oublié de me présenter. Donc je suis Christophe Cassou. Je suis climatologue. Moi, ma spécialité, elle porte justement sur les fluctuations climatiques, à la fois naturelles et d'origine anthropique. Et donc je suis basé maintenant à Paris, à l'École nationale supérieure, depuis 9 mois. Avant, j'étais à Toulouse. Et j'ai eu l'honneur de participer au dernier rapport du GIEC. Je ne sais pas si vous connaissez le GIEC, donc ce groupe intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat, qui fournit des rapports périodiques tous les 6-7 ans, qui fournit en fait le socle des connaissances et puis le socle aussi des informations pour des débats sociétaux et des choix de société que les gouvernements doivent prendre, mais aussi que les citoyens doivent engager, accompagnés de politiques publiques. Et les nations, ils signent les GIEC. Donc en théorie, ils sont au courant de ce qui se passe. Moi, je m'appelle Sabrina Aschreich et je suis italienne, avec un peu d'allemand aussi derrière, mais je suis née en Italie d'une famille mixte. Et depuis ma thèse, je suis en France, donc je travaille dans les mêmes laboratoires
qui est Christophe, donc les laboratoires de météorologie dynamique, et je suis océanographe physicienne. Et donc, avant de commencer dont je souhaite vous parler, je voulais savoir s'il y a quelques-uns parmi vous qui, quand on parle des réchauffements climatiques, à quoi on pense, à quelles variables on pense. On dit réchauffement climatique et donc on pense à quoi? Aux pluies? À quoi? Toi, tu n'as pas le droit de dire. Parmi les publics qui n'est pas océanographe. La température de l'atmosphère, à la surface de la Terre. Voilà. Donc on parle des températures et en vérité, la température, c'est quoi? C'est une mesure d'énergie, l'énergie cinétique des molécules d'air qui collident l'une sur l'autre. Mais c'est une mesure locale, juste à la surface de la Terre. Et quand on réfléchit au changement climatique, au climat déjà tout court, c'est un changement, c'est un équilibre d'énergie entre le soleil, la terre et les gaz à effet de serre qui sont de l'atmosphère. Donc le soleil réchauffe, la petite partie d'énergie solaire arrive sur la terre, elle passe presque de manière transparente à travers l'atmosphère, on a la lumière, mais la terre les transforme en une énergie qu'on ne voit pas, l'infrarouge. C'est un peu comme celui qui sort du chauffage que vous avez à la maison. Et cette énergie-là, quand elle veut sortir vers l'espace, elle est bloquée en partie par ces gaz à effet de serre qui se réchauffent et la renvoient à moitié sur la Terre. Donc la Terre reçoit l'énergie solaire et l'énergie infrarouge. Et donc, quand on augmente les gaz à effet de serre de l'atmosphère, on augmente la partie d'infrarouge qui revient vers la Terre. Donc aujourd'hui, on a une énergie qui augmente. Et donc, il faut raisonner en énergie. C'est vraiment un changement d'énergie. Et donc, quand on raisonne en énergie, il faut chercher de regarder, par exemple, comment on change la température dans toute l'atmosphère, dans tout l'océan, sur les continents, et aussi l'énergie qui est utilisée par la glace pour fondre. Et donc, quand on parle d'énergie, parce que si vous regardez, par exemple, les températures à la surface de l'océan, comme ils ont changé, la température à la surface du continent et de l'atmosphère, cet changement de température dans l'océan, il est moindre. Et vous savez pourquoi il est moindre? Pourquoi l'océan change sa température moins vite que l'air, par exemple? Est-ce que quelqu'un saurait me dire ça? L'océan, il est fait de quoi? D'eau. Donc l'eau, c'est une substance qui est beaucoup plus dense que l'air. Hein. L'air fait 1 kg par mètre cube, l'eau c'est 1000 kg par mètre cube. Et elle est faite de cette molécule très spéciale qui met du temps à se réchauffer. Vous savez que quand vous mettez l'eau à bouillir pour faire des pâtes ou du riz, ça met un peu de temps. Et c'est parce qu'il faut beaucoup d'énergie pour faire changer d'1 degré Celsius la température de l'eau, parce qu'il faut qu'elle casse plein de liens qui sont dans l'eau pour pouvoir bouger un peu plus. Et donc l'eau, elle se réchauffe plus vite, mais elle emmagasine beaucoup plus d'énergie. Et donc, quand on calcule, maintenant qu'on a suffisamment d'observations depuis, on va dire, les années 60 jusqu'à aujourd'hui, où est partie l'énergie qui a augmenté, qui est revenue vers la Terre, on ne la trouve pas dans l'atmosphère. Dans l'atmosphère, on n'a que 1%. L'énergie qui a servi jusqu'à aujourd'hui à faire fondre la glace qui se trouve dans les continents ou sous l'océan, c'est 4%. Et 6%, c'est l'énergie qui a été absorbée par les sols, parce que aussi les sols se réchauffent. Et les restes, donc pratiquement 90%, ils sont partis dans l'océan. Si aujourd'hui on doit parler des réchauffements climatiques, on doit parler des réchauffements de l'océan essentiellement. On ressent les impacts à cause de l'atmosphère, parce qu'on est dans l'atmosphère, les précipitations, etc. Mais si on parle des réchauffements, c'est vraiment l'océan qui se réchauffe aujourd'hui. Sauf qu'on ne le voit pas autant. Et en plus, on ne pense pas qu'il est en train de se réchauffer. Et donc, ce réchauffement, il est important parce qu'il aide à l'énergie, à la température de l'atmosphère de monter moins vite.
Et aussi, il y a une autre chose que l'océan absorbe de manière assez importante, c'est les CO2. Donc, quand on regarde les mesures des CO2 qui sont faites dans différents pays, mais la plus ancienne est sur les îles de Hawaï, à Mauna Loa, on voit en série temporelle des CO2 qui augmentent. Mais quand on regarde combien de CO2 a été émis par les activités humaines dans l'atmosphère, on en retrouve beaucoup moins. On retrouve pratiquement 50%, entre 40 et 50%. Les restes, moitié de ces 50%, donc 25% sont absorbés par tout ce qui est biosphère, donc la végétation, les sols, etc. Et les restes, c'est dans l'océan. Donc l'océan absorbe pratiquement un quart du CO2 que l'homme est en train d'éjecter dans la surface. Donc l'océan, il change de manière tranquille, il semble, parce qu'on ne s'en aperçoit pas. Quand on va en mer, à la plage, on ne sent pas que l'océan... Bon, en Méditerranée, on commence à sentir qu'il fait un peu plus chaud, mais sinon, on ne sent pas vraiment une différence de température d'une année à l'autre de manière comme ça sensorielle, tandis qu'on sent beaucoup les réchauffements de l'atmosphère. Et donc, tout doucement, l'océan, il est en train d'absorber vraiment beaucoup de CO2, beaucoup de températures, mais donc, tout l'équilibre de l'océan change un peu. Parce qu'il y a déjà des espèces marines qui se sont habituées à un certain intervalle de température, et donc leur température commence à changer, et donc ils vont chercher quand ils peuvent d'émigrer. Et quand ils ne peuvent pas, ils sont un peu plus sous le stress. Et en même temps, donc, on parle d'océan, d'atmosphère, de surface continentale, des glaces, mais tout ça, ce n'est pas immeuble. Ils sont des sous-systèmes climatiques qui interagissent tout le temps. Donc un océan plus chaud, par exemple, il arrive, c'est 2 minutes, il arrive à faire évaporer plus d'eau qui va dans l'atmosphère, et l'atmosphère les transporte et donne lieu à ces précipitations qui sont en moyenne aujourd'hui plus importantes qu'avant. Et aussi, en même temps, donc, quand l'eau évapore de l'océan, c'est les récipients d'eau qui évaporent le plus. Il y a des régions où l'évaporation a augmenté. Par exemple, en Méditerranée, il évapore plus qu'avant. Et donc, tout ça, c'est la moyenne. Mais dans toute cette moyenne, il y a, comme dans les régimes des temps, on a des régimes extrêmes. Et ces régimes extrêmes sont différents. On peut parler donc l'acidité de l'eau, parce qu'il y a de l'absorption du CO2. L'eau de la mer devient un peu plus acide au fur et à mesure. Mais il y a des événements un peu extrêmes d'acidité de l'eau. Et il y a des événements extrêmes des températures, parce que naturellement, l'eau se réchauffe essentiellement au départ à la surface. Et donc, je pense que mes 2 collègues, ils vont parler de cet événement un peu extrême, donc qui sont essentiellement les canicules. Je ne sais pas si tu parleras d'autre chose, mais tu parleras. Donc, voilà. Merci. Un transfert très bien fait. Merci beaucoup. Je m'appelle Robert Schlegel. Oui, ça c'est mon vrai accent. Je suis américain. Personne n'est parfait. Je travaille, oui, merci. Je travaille à Villefranche-sur-Mer, juste à côté de Nice, en France. Et je suis un spécialiste du canicule marine, ou on peut dire vague de chaleur, ou heat wave en anglais. Et je suis plus à côté data scientist, maintenant, un généraliste. Et ce qui m'intéresse, c'est plutôt les manières qu'on prend mesure de la réalité avec les données, et si on peut faire quelques reportages de le changement climatique de l'eau marine spécifiquement. Et à mon côté ici, j'ai pas plus de dire à le changement climatique de l'air, l'atmosphère, de la mer que vous avez dit. C'est pour moi la chose que m'intrigue, peut-être pas intrigue, c'est plus joli, mais la chose où je pense à la nuit quand je ne dors pas, c'est le changement climatique, c'est assez vite à la mer que quand on parle des événements extrêmes, les canicules marines, nous sommes en train maintenant de prendre une grande discussion entre les universités et nous chercheurs. Qu'est-ce qu'on peut dire? Parce que la vitesse de l'échange, c'est que si on prend l'événement de
90% le plus extrême. À le passé, ça a été quelque chose de marquant, mais maintenant c'est habituel. Et qu'est-ce qu'on fait avec ça? Et ça, c'est une grande question que moi, oui, je pense que c'est quelque chose d'important. Et on n'a pas la bonne réponse, mais on cherche pour ça maintenant. Et c'est ça que je veux dire. Et j'ai hâte pour les questions après, pour une discussion. Mais Cécile? Alors, moi, je m'appelle Cécile et je suis doctorante à l'Université de Liège. Et Aïda, qui organise un peu, c'est ma promotrice. Et donc, moi, pour mon doctorat, j'étudie les vagues de chaleur qui se produisent au Chili et j'essaie de comprendre quels sont les impacts qu'elles peuvent avoir en milieu côtier. Donc en fait, la zone moi que j'étudie, ça s'appelle la mer de Chiloé. Et la mer de Chiloé, c'est une mer intérieure, une mer semi-fermée dans le sud du Chili, donc dans le nord de la Patagonie chilienne. Et cette mer, en fait, elle a la particularité d'être semi-fermée. Donc il y a un grand public d'océanographes, donc je pense que vous savez ce que ça veut dire, mais en fait, simplement, c'est que la connexion avec l'océan, avec le Pacifique, est en fait très limitée. Et donc c'est pour ça qu'on parle de semi-fermé. Et en fait, cette mer, elle est composée de très nombreux fjords, de très nombreux canaux, de très nombreux golfs. Et en fait, c'est une zone assez compliquée à étudier. Et c'est une zone qui est assez petite, en fait, à l'échelle globale. Et pourtant, c'est pas parce qu'elle est petite que c'est pas intéressant de l'étudier. Il faut toujours adapter son point de vue, en fait, à ce que l'on va étudier. Parce que comme l'a dit Robert, les vagues de chaleur marine, c'est un phénomène global en fait, qui arrive partout dans le monde. Et la majeure partie du temps, en fait, elles sont étudiées à l'échelle d'un océan, à l'échelle d'une très grande région. Et ça n'arrive quasiment pas qu'elles soient étudiées à l'échelle d'une petite mer, d'un canal. Il y a quelques études, par exemple, de vagues de chaleur qui sont produites en mer Ménor, de vagues de chaleur qu'on a étudiées entre les îles d'Indonésie, par exemple. Mais c'est assez rare que l'on étudie les vagues de chaleur dans des petits endroits, alors que pourtant, c'est tellement important de savoir ce qui se passe à l'échelle locale. Parce que nous, par exemple, ici à Liège, on s'en fiche un peu des fjords de la Patagonie, on s'en fout. Mais pour eux, c'est super important parce qu'en fait, le Chili, c'est le deuxième producteur mondial de saumon, par exemple, de saumon d'élevage. Et 90% des saumons sont produits dans la mer de Chiloé, et ce qui est en fait une ressource économique extrêmement importante pour le Chili. C'est à l'échelle, je crois, de peut-être 5% du PIB global, en fait. Donc c'est énorme et on ne peut pas le négliger. Et en fait, les vagues de chaleur menacent tout ça, menacent toute cette économie. Alors nous, on est ici, on s'en fiche. Mais en fait, pour les gens là-bas, c'est super important d'étudier ça à une échelle adaptée. Et donc voilà, donc en parlant de point de vue, en fait, nous, on est tous ici à Liège. On a 3 personnes qui travaillent en France. Moi, je travaille en Belgique, mais comme vous avez écouté, je suis française aussi. Et donc, en fait, on a un peu tous un même point de vue, même si on a quand même étudié dans des endroits différents, on est né dans des pays différents. Mais au final, on a quand même un point de vue qui est assez similaire, et c'est important en fait de changer notre point de vue, de se mettre à la place des autres et de se dire qu'est-ce qui se passe moi si j'habite dans un petit endroit du monde ou dans un pays où tout le monde s'en fout et personne ne vient étudier les phénomènes extrêmes qui se passent là et qui menacent mon économie locale. Et donc c'est pour ça qu'il faudrait qu'il y ait plus de jeunes comme vous qui s'intéressent à d'autres endroits du monde qui sont pas tant étudiés que ça. Parce que par exemple ici, nous on a eu le congrès ici toute la semaine où en fait on a parlé énormément des vagues de chaleur qui se produisaient en Méditerranée, qui se produisent le long de la côte ouest des États-Unis. Alors c'est super important, ça impacte énormément de monde. Mais il y a d'autres endroits dans le monde aussi, il y a énormément d'autres zones à étudier. Et donc je vous invite également à essayer de découvrir ces autres zones dans le monde, d'essayer de vous ouvrir, d'ouvrir votre culture
à étudier d'autres mers. On a la chance que la Terre soit composée à 70% d'eau, à 70% d'eau. Et donc, c'est très important de changer votre point de vue et d'essayer de regarder avec le regard des autres. Merci aux quatre. Donc, comme on avait dit au début, en fait, on veut ceci, que ça soit un dialogue. Donc, on voudrait avoir donc, votre opinion, vos points de vue sur ce qu'on doit faire face à ces extrêmes dans l'océan, dans l'atmosphère. Donc, voilà, vous avez 4 experts ici qui sont prêts à répondre à toutes vos questions. Donc, voilà, je vous invite justement à vous manifester. Je ne sais pas s'il y en a des volontaires, j'ai un peu pris comme ça. Voilà. Je ne sais pas s'il y a des volontaires à dire quelque chose. Moi, je voulais juste renforcer les idées que Cécile a parlé. Désolée, je suis un peu devant toi. Je prends la place comme ça. Donc Cécile, elle a quand même mis les doigts dans un truc important. On est ici dans notre coin, ça a l'air que le reste du monde, ça ne nous influence pas trop. Mais en fait, l'océan, c'est une masse énorme, avec une inertie énorme. Donc tout nous affecte. On est tous connectés dans ce monde, et pas juste par les réseaux sociaux, mais justement par l'atmosphère, par l'océan, qui nous fait souffrir à tous ce type d'événements. On voulait aussi, je me souviens quand on a préparé cette réunion, on voulait aussi laisser des choses sur un ton positif. On ne voulait pas non plus venir ici et vous dire on est fichu, voilà, il y a tout qui va s'écrouler sous nos pieds. Donc on voulait aussi lancer un message positif voilà, on a le temps de réagir, il faut réagir, il faut essayer de ne pas se laisser voilà, vaincre par l'inaction. Donc voilà, si vous avez des questions sur plutôt des événements terrestres, climatiques et des vagues de chaleur marine, je pense que c'est vraiment un très très bon moment pour juste voilà, lever votre voix et répondre à vos curiosités. Alors aujourd'hui, donc c'est pas l'eau qui fonde de la banquise. La banquise ne fait pas changer des volumes. C'est un peu comme vos glaçons dans les verres d'eau. S'ils font, les niveaux ne changent pas parce qu'ils ont la même masse volumique. Mais donc c'est la fonte des glaciers, essentiellement des calottes glaciaires, et le réchauffement de l'eau qui fait dilater les volumes d'eau et donc les rend plus importants. Aujourd'hui, on est entre 30 et 35% qui est dû au réchauffement. Il y a une grosse partie qui est due à la fonte de la glace, mais il y a aussi une partie, environ 10%, qui est due à un ruissellement important de l'eau qui était stockée sur les continents et qui est utilisée de manière plus importante par la population humaine. Mais donc, ce sont des calculs qui sont assez compliqués. Il y a encore 10% d'incertitudes. Et donc, c'est pour cela que nous, on se bat pour avoir un système d'observation dans l'océan dont les pays ont du mal à voir l'utilité. Et c'est-à-dire, je vous explique, si on a aujourd'hui des prévisions météorologiques qui sont bonne, c'est aussi parce qu'on a des observations qui ramènent les modèles des prévisions proches de la réalité pour ensuite faire la prévision. Et l'océan, donc l'atmosphère, elle a des stations sur Terre, des ballons radiosondes, mais elle a surtout des mesures satellites. Et l'atmosphère, elle est relativement transparente, donc on peut la mesurer par satellite. Mais on a des satellites aussi qui mesurent l'océan, mais mesurent juste la surface. Et donc, pour observer l'océan, il faut déployer des navires avec des gens à bord et des instruments, et ça prend énormément de temps et d'argent. On a commencé aussi à déployer des espèces de robots, mais on est encore en dessous de ce qu'il faudrait pour diminuer l'incertitude de ces calculs.
Mais pour l'instant, on pense que le réchauffement de l'eau, c'est encore une variable qui a beaucoup d'importance. On a une grosse interrogation sur la vitesse à laquelle les calottes glaciaires vont fondre. Parce que ce sont encore des choses donc on mesure, mais la physique, elle est un peu compliquée, donc on a encore des questions ouvertes. Je ne sais pas si j'ai répondu. Alors, donc, là, naturellement, les réchauffements, ils commencent en surface parce que c'est là où il y a l'échange des températures. Et on a beaucoup de questions aussi donc on sait que l'océan a absorbé 90% de cette chaleur et on les voit bien maintenant dans les premiers 2000 mètres grâce à ces robots qu'on a mis dans l'eau et qui est donc, on va dire qu'on a resserrer l'incertitude à partir de 2005. C'est un programme qui a commencé en 2000 quand on a commencé à avoir une couverture globale de l'océan. Mais il y a aussi de la chaleur qui part très en profondeur. En effet, elle est prise à la surface et là où sont les courants qui partent en profondeur, ils la ramènent. Et donc dans les régions polaires, donc autour de l'Antarctique et dans l'Atlantique Nord et Arctique, il y a des lots très denses qui, en hiver et vers la fin de l'hiver, s'écoulent en profondeur et elles transportent cette chaleur en profondeur. Mais là, on a beaucoup moins d'observations, parce que là, on n'a que juste les observations des bateaux, donc sont très rares. Dans l'hémisphère sud, c'est encore plus rare que dans l'hémisphère nord. Et donc, on a du mal à voir des séries temporelles. Mais on a quelques mouillages ici, par là, et on voit vraiment les séries temporelles d'une augmentation de la température. Mais c'est là où cette eau qui était dans les régions polaires commence à arriver. Et ça met beaucoup plus de temps. Et alors, ces 90% des chaleurs qui sont prises dans l'océan, comme ils sont transportés en profondeur, ils vont mettre du temps à revenir en surface et restituer cette chaleur, pour la plupart. Et donc, c'est pour cela qu'on parlait d'inertie du changement climatique. Ça, c'est une des raisons pour lesquelles on a cette inertie, parce que ça va mettre du temps pour revenir vers la surface, à l'atmosphère, et c'est atténué. Alors, on a beaucoup entendu parler d'événements El Niño parce que l'année dernière, on était ce qu'on appelle un événement El Niño, c'est-à-dire un état en fait anormal de l'océan Pacifique, et en particulier de l'océan Pacifique central et est, c'est-à-dire le long des côtes américaines, où on a un réchauffement des eaux de surface de manière importante pendant donc ces événements El Niño qui apparaissent avec une fréquence un peu aléatoire. On parle plus d'événements épisodiques entre 2 et 7 ans. Ouais. Donc on a ces événements les événements El Niño correspondent à des phases où le Pacifique est plus chaud, et puis il y a l'inverse, alors la mal nommée La Niña, qui correspond à des années, des moments, des saisons où l'océan Pacifique est plus froid que la normale, que la climatologie. Alors je dis pourquoi mal nommé, parce qu'en fait El Niño est un phénomène qui est très très connu, qui est connu depuis longtemps, et on retrouve la trace de ce nom-là dans les écrits et dans les récits qui remontent en fait au moment où les Européens sont allés coloniser l'Amérique du Sud. Alors ils ont appelé cet événement-là l'événement El Niño parce que le réchauffement de la température sur les côtes est américaines est maximum au moment de Noël, novembre-décembre. Donc c'est pour ça qu'on appelle l'événement El Niño. Et puis la littérature scientifique est telle que pour contraster El Niño, on a appelé l'inverse La Niña, mais ça n'a pas de raison historique en tant que tel. Ces événements El Niño, c'est des événements naturels. Il y en a toujours eu. Et il y en aura toujours, même si le climat se réchauffe beaucoup, ces fluctuations naturelles, en fait, c'est des instabilités naturelles du système climatique, vont toujours exister. Alors pendant les événements El Niño, on a Sabrina, tout à l'heure, vous parlez du fait que l'océan capture 90% de la chaleur, de l'excès de chaleur dû aux activités humaines, dû à les émissions de gaz à effet de serre qui conduisent à un effet de serre additionnel et puis déséquilibrent l'énergie. Pendant les événements El Niño, en fait, l'océan capture moins de chaleur. Donc il y a plus de chaleur qui reste dans l'atmosphère. Et l'océan, en fait, chauffe l'atmosphère. Et donc on a une augmentation de la température globale de l'atmosphère qui est temporaire pendant une année El Niño. Alors ce qui se passe actuellement, c'est que ces années El Niño, ou ces événements inverses La Niña, ces fluctuations-là, elles se superposent sur la tendance au réchauffement
liées aux activités humaines. Et donc en fait, chaque fois qu'on a un événement El Niño, aujourd'hui, on bat en fait le record de température globale puisqu'on est sur une tendance qui chauffe. Donc c'est pour ça que cette année, on a battu la température globale de la planète 2023. La dernière, en deuxième position, en top 2, c'était 2016, qui était aussi une année El Niño. 2024 risque d'être très proche de 2023, parce qu'on est sur cette tendance, et puis les événements El Niño, ils durent à peu près 9 mois. Alors ils ont des impacts très forts en particulier sur toute la bande tropicale, sur tous les climats tropicaux. Alors généralement, pendant les événements El Niño, on a plutôt des sécheresses du côté de l'Australie, du côté de l'Asie du Sud-Est, et puis des inondations ou des pluies diluviennes du côté Amérique du Sud. On a également on appelle ça des téléconnexions, hein. C'est des influences à distance qui se font sur l'Afrique. Je ne sais pas si vous avez entendu parler des grandes inondations qu'il y a eu sur toute l'Afrique de l'Est, Kenya, Tanzanie, Mozambique, dont une très grande partie, est liée à ces événements El Niño. Donc toute la sécheresse en Amazonie est accentuée par les événements El Niño. Il y a évidemment un assèchement dû aux activités humaines, mais accentué par ces événements El Niño. Et alors sur l'Europe, point d'interrogation. Sur l'Europe, c'est peut-être une des seules régions où en fait l'influence d'El Niño n'est pas systématique. On dit qu'elle est épisodique, c'est-à-dire pendant certains El Niño, il y a une influence et pendant d'autres El Niño, il n'y en a pas. Et statistiquement, c'est pas très robuste. Donc il semblerait, conditionnel, puisque l'événement est en cours, il semblerait qu'il y ait une partie, que cette année, l'événement El Niño ait eu une connexion vers l'Europe et ait favorisé l'hiver très pluvieux qu'on a eu sur l'Europe du Nord, du sud de la France, du sud de la France, sauf le sud-est, mais on va dire du sud de la France jusqu'à la Norvège. Une grosse bande d'excès de précipitations qui s'étend très loin en Europe, et puis des précipitations plus faibles au nord de la Norvège et au sud, et côté méditerranéen aussi. Et ça, c'est une structure qui ressemble aux connexions El Niño quand elles apparaissent. Très bonne question. Ça, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. C'est cette question exactement. Et nous connaître c'est driver, c'est quoi? C'est le forcing, le forçage, oui, le forçage des canicules marines. Et c'est quelque chose que nous avons connaissance jusqu'à les 1970 ans, 7 ans, pardon. C'est plus logique, je pense. Mais oui, c'est des choses d'où si l'énergie, la température, se fluxe entre l'atmosphère et l'océan. Et il y a le flux du net, c'est le même? Le bilan. Des échanges de chaleur. Oui. Les échanges de chaleur. Et c'est parti, par exemple, juste le mer ensoleilleuse. Beaucoup de lumière de soleil. S'il y a beaucoup de nuages, la température reste, la température latente reste juste là. Ou il y a aussi quand la température de l'air, de la mer, se porte grâce à le courant. Et donc, nous connaissons qu'il y a des choses qu'on peut faire mesurer. On peut faire mesurer de ce flux-là. Mais il y a la question si ça change ou pas. Ou si on dit qu'une canicule marine, c'est ça, quelque chose avec une seuil de 90% de la température, est-ce que le flux-là, grâce à la statistique, ou pas? Si on doit, parce qu'on a besoin de dire en bas qu'il y a un événement. Mais la manière de qui on dit si un événement ou pas, ça fait un effet à la réponse elle-même, non? Est-ce que ça c'est clair? Mais ça c'est la réponse plus compliquée peut-être. En bas, il y a la réponse du textbook. C'est des échanges avec l'atmosphère alors plutôt que quelque chose d'interne à la mer? Donc, oui, on peut dire que c'est le change de l'atmosphère ou le change horizontal de la température de la mer. Et ça, c'est les deux choses normalement, où on peut dire que ça, c'est la cause d'une canicule marine. Mais si nous cherchons un endroit plus
exotiques, l'Arctique par exemple, où il y a la glace. C'est maintenant la question de la fonte de l'Arctique que c'est la base d'un canicle marine peut-être. Parce qu'à l'époque-là, quand nous avons eu la glace, c'est pas un canicule parce que c'est du glace. Hein? Mais maintenant, s'il n'y a pas de glace, est-ce qu'on dit que c'est un canicule marine? Parce que c'est beaucoup plus chaud maintenant. Il y a la chaleur de 3 degrés à l'Arctique maintenant, oui. C'est pas... Je suis une fois là. Quand nous allons à l'Arctique, on a besoin la première fois de se baigner dans l'Arctique. Oui, c'est pas chaud, mais 3 degrés à l'Arctique, c'est chaud pour l'Arctique. Hein? Et ça, c'est une question. Et la force de ça, c'est quoi exactement? C'est pas très insalubre, c'est pas blablabla. C'est juste pas de glace maintenant. Mais donc, ça, c'est une chose très personnelle pour moi, cette question-là. Mais merci beaucoup. Hein? Vous parlez de... Alors, tout d'abord, le Gulf Stream, il sera toujours là parce que c'est un courant qui est forcé par les vents. Donc, les vents d'ouest, ils forceront toujours un courant plus ou moins à cette latitude. Mais il y a une partie du courant qui part vers l'Arctique parce qu'il va remplacer l'eau qui a plongé parce qu'elle était devenue plus dense à cause du fait qu'elle s'est refroidie, etc. Et cette eau dense, ensuite, elle part vers l'océan austral. Donc, il traverse tout l'Atlantique, etc. Donc, il y a environ 18 millions de mètres cubes par seconde qui partent vers l'océan austral. Et donc, il y a de l'eau qu'il faut qu'il comble les trous parce que c'est un fluide et on ne voit pas des trous dans les fluides. Et donc, cette eau passe par le Gulf Stream. Donc, après, il prend la dérive nord-atlantique, les courants de Norvège et arrive en Arctique. Alors, si on pense, il y a des simulations de modèles, parce qu'aujourd'hui on ne sait pas, on a 20 ans des mesures de ces systèmes et on ne voit pas des tendances claires. On voit par contre ce qu'on n'attendait pas, qu'en profondeur, on a une variabilité des courants qui partent vers le sud qui est énorme. Une variabilité qu'on ne s'attendait pas. On pensait que c'était un fleuve tranquille qui avait plus ou moins ces 18 millions de mètres cubes par seconde. Et donc, les observations ne nous aident pas, donc il faut jouer avec les modèles pour chercher à comprendre qu'est-ce qui se passe. Les modèles du GIEC, la plupart, ils prédisent une diminution de ces courants, mais sont des modèles qui sont un peu myopes. Hein? Ils disent plus ou moins ce qui se passe, mais bon, pas de manière très, très précise. Et donc, il y a d'autres simulations qui sont faites en mettant, par exemple, pourquoi, par exemple, pourquoi ça diminue? Essentiellement parce qu'il y a la fonte de la calotte qui met beaucoup d'eau douce. La calotte, c'est de l'eau douce. En surface de l'océan. L'eau douce, elle est douce, donc elle est légère, donc elle reste en surface. Elle fait un peu comme faisait la glace avant, une espèce d'interface entre les flux des vents très intenses, donc des échanges de chaleur immenses qui existent, et l'océan salé qui est plus en profondeur. Et donc, on pense que ça va un peu diminuer, voire bloquer ce système. Et donc, certaines simulations semblent l'indiquer, mais sont des simulations. Donc, on ne sait pas. Et si ça se bloque, c'est l'autre question. Quel est l'impact? Bon, c'est clair qu'en Europe, et surtout le nord de l'Europe, il fera plus froid. Combien plus froid? Il y a, selon la simulation qu'on regarde, c'est combien? Mais est-ce que c'est comparable à au réchauffement? Est-ce que c'est mieux avoir froid que chaud? Ça, c'est toute une question presque philosophique, je pense. Mais il y a aussi ce qui se passe autour de l'Antarctique, c'est un peu la même chose, hein, parce qu'il y a aussi une fonte par là-bas, etc. Donc, en gros, on a des grosses questions et on n'a pas encore toutes les réponses. Mais les impacts peuvent être forts, mais ce sont forts aussi les impacts du changement climatique. Donc, voilà. Exactement. Donc, il y a beaucoup plus de groupes maintenant qui sont en train d'étudier ça avec différents modèles, avec différentes hypothèses de départ. Et ils regardent les choses au niveau européen, mais aussi au niveau global.
Alors, ça dépend de quel indicateur, qu'on utilise pour évaluer ce changement climatique. Si on regarde les émissions de gaz à effet de serre d'origine humaine, donc là où on contrôle ces émissions-là quand même par nos activités, on était sur une exponentielle. Et aujourd'hui, on a tendance à voir en fait une stabilisation. Donc on décroche de cette exponentielle-là. Donc ça, c'est pour nos émissions, c'est ce qu'on maîtrise. Pour la concentration de CO2, donc qui est le résultat de ces émissions qui s'accumulent, si on regarde dans le passé, on n'est même pas sur une exponentielle, on est sur quelque chose qui est une droite. On appelle ça un Dirac en langage mathématique, c'est tout droit, quoi. Donc si on regarde, si on dézoome et si on regarde sur les dernières périodes, on est plutôt sur quelque chose qui augmente de manière assez linéaire depuis les années 60-70. Ce qui fait que la température depuis les années 60-70 aussi, elle augmente à peu près de manière linéaire aussi, à peu près 0,3 degrés par décennie à l'échelle globale depuis les années 70. Alors ça, c'est à l'échelle globale. À l'échelle régionale, on a des comportements qui s'éloignent un petit peu de la linéarité, en particulier sur l'Europe où on a un réchauffement qui est plus rapide, qui s'accélère sur la dernière période. Et puis si on regarde le niveau de la mer, on en a parlé tout à l'heure, là le niveau de la mer, on n'est pas du tout dans le linéaire, on est vraiment dans l'accélération. Donc si on regarde le rythme du réchauffement, aujourd'hui on est à 4,7 mm de hausse par an, estimé sur la dernière décennie. Donc on va dire depuis 2010 jusqu'à aujourd'hui, les derniers 15 ans. Si on regarde les 15 ans avant, des années 95 à 2010, on était à 2,7. Donc vous voyez, là, on a doublé le rythme du réchauffement. Et tel que les projections sont, alors même si nos modèles sont un peu myopes sur certains processus, à l'échelle globale, ils ne sont pas si mauvais. Et on voit que donc le rythme va s'accélérer puisque le déséquilibre énergétique de l'atmosphère s'accélère. Donc le niveau de la mer, c'est le meilleur indicateur du réchauffement climatique. Il intègre tout. Il intègre la fonte de la glace, il intègre la manière dont l'océan prend de la chaleur, il intègre tout. C'est vraiment l'indicateur parfait. Et donc on voit que ça s'accélère et on pense qu'à la fin du siècle, sur un scénario tendanciel, c'est-à-dire si on prend en compte les politiques publiques aujourd'hui sur la table, on sera à 1 cm d'élévation par an. Donc 1 cm par an, sur 20 ans, ça fait 20 cm. Donc en 20 ans, le niveau de la mer aura autant augmenté qu'au XXe siècle, que tout le XXe siècle sur 100 ans. Donc là, on est dans une accélération qui est forte. Et comme disait Sabrina aussi, on est parti on dit que on est dans l'irréversibilité pour la montée du niveau de la mer, parce que même si on arrête d'émettre aujourd'hui des émissions de gaz à effet de serre, le niveau de la mer va continuer à augmenter puisqu'il capture la chaleur supplémentaire. Donc on est parti sur des millénaires. Par contre, pour l'atmosphère, c'est différent. Si on arrête demain, on a fait des expériences de modèles, si on arrête demain d'émettre des gaz à effet de serre, donc c'est pas possible, mais bon, on fait l'hypothèse qu'on arrête demain. En fait, on voit que la température sur les continents se stabilise immédiatement, 2-3 ans à peu près. On ne revient pas en arrière, on ne reviendra jamais en arrière, mais ça se stabilise. Et on voit aussi que les extrêmes, on en parlait au début, les extrêmes se stabilisent, dans le sens où ils ne deviennent pas plus intenses, ils ne deviennent pas plus fréquents, ils restent à l'état actuel, quoi. On ne revient pas à l'époque pré-industrielle. Le changement climatique, moi j'ai l'habitude de dire, c'est un voyage sans retour. Et en territoire inconnu. Mais voilà, donc ça dépend des indicateurs. Et je suis bavard, mais je finis sur un autre indicateur aussi qui nous préoccupe beaucoup en ce moment, qui est celui de cette capacité qu'ont les milieux naturels, donc l'océan et puis aussi les écosystèmes terrestres, donc les arbres, les prairies, tout le vivant sur Terre, cette capacité à stocker le carbone, à prendre le carbone que nous on émet dans l'atmosphère et puis à le piéger dans l'océan et puis à le piéger aussi dans les arbres, la végétation, les sols, etc. etc. Et on voit aujourd'hui que ces puits, on appelle ça des puits de carbone, on voit que ces puits de carbone deviennent de moins en moins efficaces. C'est-à-dire qu'ils capturent de moins en moins de carbone. Et en particulier, les écosystèmes ici en Europe sont de moins en moins efficaces. Et ça nous inquiète parce qu'on pense qu'on avait sous-estimé
l'effet du réchauffement sur cette capacité des puits de carbone à capturer le CO2. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on fasse encore plus d'efforts pour diminuer nos émissions de gaz à effet de serre, puisque nos alliés, l'océan et puis la végétation, vont moins nous aider dans le futur. Avec ça, tu les Je vous ai tué. On avait dit positif, hein, mais peut-être encore prendre l'une ou l'autre question. Je peux juste moi aussi poser une petite question plutôt à Cécile. Moi, je m'interroge beaucoup sur la manière dont vous faites de la recherche et dont vous faites de la science. Sur quels matériaux, je n'ai pas du tout de ce domaine-là. Moi j'ai plutôt passé ma vie dans des bibliothèques, donc comment est-ce qu'on fait vraiment, sur la base de quels matériaux est-ce que vous travaillez pour arriver à collecter? Est-ce qu'on a aussi un imaginaire? Est-ce que vous devez plonger? Toutes ces questions-là, comment est-ce que vous faites science et comment est-ce que vous faites de la recherche? En océanographie, il y a plusieurs disciplines et donc plusieurs outils de recherche finalement. Donc on a, pour tout ce qui est plutôt biologie, on va effectivement avoir des plongées, donc c'est intéressant pour faire des relevés de différentes espèces et revenir aux mêmes endroits tous les ans ou toutes les saisons pour voir comment va évoluer l'espèce et si on a à cet endroit-là un événement extrême, que ce soit une vague de chaleur ou une tempête ou quoi que ce soit. Et ben, si on a suffisamment de relevés au travers des temps, dans ce cas-là, on peut en déduire quelque chose. Ensuite, on va avoir différents types d'outils, dont les robots dont parlait Sabrina avant, qui ceux-là vont nous aider à avoir des données de terrain, en fait, pour avoir une idée concrète de ce qui se passe à tel jour, ou bien d'avoir des différents types de bouées qui vont faire des relevés à plus ou moins dans une temporalité plus ou moins grande. Donc on a des instruments qui font des mesures toutes les 15 minutes, d'autres qui font des relevés peut-être toutes les heures, d'autres une fois par jour. Et donc ça va être utilisé dans d'autres domaines pour étudier des zones plus ou moins grandes. On va avoir également l'utilisation de modèles, dont moi je ne maîtrise pas vraiment, mais dont Christophe, je suppose, utilise beaucoup dans les milieux, pour étudier l'atmosphère. Donc les modèles, c'est quelque chose de plus mathématique, de plus physique, de plus abstrait, qui va prédire ou estimer en fait l'état d'un système, donc que ce soit d'un petit bassin à l'échelle globale de l'océan, de l'atmosphère. Et on a aussi l'utilisation de satellites, par exemple, qui est une science un peu plus nouvelle, où là, cette fois-ci, on va pouvoir observer l'océan de très très haut, donc à beaucoup plus grande échelle, quasiment partout sur le globe. Et plus récemment, on a des satellites à très haute résolution qui se développent, qui donc permettent d'observer les océans à l'échelle de quelques dizaines de mètres. Donc, ce qui est aussi vraiment très pratique selon en fait ce que l'on veut étudier. Mais au final, tout va dépendre de la discipline, de son champ de recherche et de son objectif final. Quelque chose à faire, oui, c'est déjà protéger. Les protéger les forêts, éviter l'artificialisation des sols, protéger les océans, avoir des aires marines protégées et des vraies aires marines protégées qui permettent d'assurer aussi une biodiversité riche, parce qu'un océan qui est vivant, en fait, est un océan qui capture aussi beaucoup plus de carbone. Donc déjà protéger, ne pas détruire. Donc déforestation aussi, qu'il faut vraiment limiter, qu'il faut arrêter. Voilà. Donc booster aussi les puits de carbone, ce qu'on appelle booster, donc les renforcer. Renforcer par une pratique forestière qui est beaucoup plus raisonnée, beaucoup plus durable et qui privilégie la diversité des espèces, parce que les forêts qui sont... Les monocultures sont des catastrophes en fait en termes de vulnérabilité au changement climatique, parce qu'elles sont très vulnérables en particulier aux parasites. En ce moment, il y a un développement, je ne sais pas si vous avez entendu parler, des scolites, qui attaquent les arbres et qui sont responsables une partie de cette baisse, de cette capacité des puits de carbone à absorber le CO2. Donc cette diversité des forêts, diversité des espèces, parce qu'une forêt qui est
très riche en espèces, est une forêt qui est beaucoup plus résiliente. S'il y a des parasites, en fait, elle s'attaque plutôt à certains arbres, mais pas à d'autres, du coup, qui restaureront, en fait, qui maintiennent un niveau de stockage qui est important. Au niveau des sols, très important aussi, hein, les sols ont des capacités de carbone qui sont importantes. Un sol qui est pauvre, donc de nouveau peu de biodiversité, est un sol qui capture moins de carbone. Donc diminuer les intrants, diminuer les pesticides, hein, qui diminuent donc cette capacité des sols à stocker le carbone, et puis qui ont des impacts aussi importants, on n'en a pas parlé, mais sur l'eau, et en particulier la qualité de l'eau, aussi qui est important. Comment on mesure ça? En fait, on mesure via aujourd'hui par satellite. Il y a des flux en fait qui peuvent être mesurés par aussi on appelle ça des colonnes qui mesurent aussi les échanges de flux, les flux de CO2 et d'autres gaz aussi entre les milieux naturels et puis l'atmosphère. Donc on note tout ça et au final on a un bilan de cette capacité des puits de carbone à stocker à capturer le carbone. Je ne sais pas si j'ai répondu totalement. Si peut dire une chose un peu différente dans le sens du ton de la chose. Pour une fois, nous savons mesurer mieux une variable dans l'océan que sur les continents. Et donc, les carbones, on a plus de certitude de ce qu'on mesure dans l'océan que sur les continents, parce que ces tours dont ils parlent, donc les satellites ne sont pas encore vraiment complètement très haute résolution et ad hoc, mais les tours, il n'y en a pas tellement que ça, donc ils sont très locales, etc. Donc pour une fois, on mesure mieux l'océan que les continents. Et on modélise peut-être aussi mieux l'océan que les flux de carbone. Alors oui, si on pouvait mesurer ça de manière certaine, oui. Donc pour aujourd'hui, on s'interroge sur cette circulation globale dont on évoquait les régions polaires, etc., qui ont une circulation très forte, dont on mesure la variabilité, on mesure pas un changement. Et en effet, les mesures des vitesses dans les courants, ce sont des mesures relativement rares. Là, on arrive à les faire uniquement par les bateaux. Ou sinon, on a des bouées, mais il faut des années de bouées et il faut reconstruire les trajectoires et on a juste 2 profondeurs. Et donc, on les a en surface, mais pas plus en profondeur. Et donc c'est là qu'on a encore des questions vraiment ouvertes. Je ne sais pas si vous avez d'autres choses à ajouter sur ça. Tu veux ajouter ? Ajoute quelque chose de l'Arctique spécifiquement, parce que quand on parle de changement de les courants de l'océan, c'est toujours où le coin de l'océan. C'est où que quand le courant se change, il n'y a pas une nouvelle endroit où les espèces peuvent aller. Et ça, c'est l'Arctique. Ça, c'est le fond du monde, on peut dire, peut-être, oui. Et toutes les espèces arctiques, que veut dire les espèces qui habitent juste à l'Arctique, oui. Il y a les espèces norvégiennes qui ne sont pas très arctiques, mais peuvent habiter à l'Arctique aussi. Mais les espèces arctiques, quand l'Arctique c'est tout déglacé, il va où? C'est pas une autre endroit. Et elles sont très menacées. Par exemple, quand je suis allé à l'Arctique, oui, je pense, on a fait une mesure de les espèces de varech, le laminaire, le kelp, le grand seaweed là-bas. Et il y a 4 la petite île où on a cherché, où il a été 4 espèces différentes. Il a été 3 espèces, on peut dire norvégiennes, plus moins arctiques, et une espèce arctique. Et quand on a cherché pour le 4, on a trouvé juste le 3. Ça a été 2 ans dernier. C'est parti. Et peut-être juste là, peut-être ça reste un autre endroit, mais ils sont menacés maintenant, pas à l'avenir. Et ça, c'est grâce au changement pas juste le changement climatique de l'air et de l'eau locale, c'est grâce au changement de l'Atlantique. C'est le mot atlantification de l'Arctique. Que l'Atlantique, c'est en train de pousser dans le fjord, dans les coins arctiques. Et ça vient avec ça tous les poissons aussi. Et ça, c'est une des questions de le changement climatique qui sont un peu mises à m'égaler. C'est que
C'est quoi? C'est pas mi-sable, mi-galet. Ça, c'est quelque chose qu'on dit en Nice. Mais c'est mi-figue, mi-raisin. Oui, c'est ça. C'est grâce à les plages galets à Nice. Désolé. J'ai appris la langue à la rue, pas à l'école. Mais alors, c'est, par exemple, les espèces poissons, c'est pas norvégien, mais je sais pas. C'est quoi temperate? C'est températ? Tempéré? Oui. Ils sont plus grands, ils grandissent avec plus de vitesse et ils sont plus d'argent pour ça, pour les pêcheurs. Que c'est mieux, en fait. Mais c'est dommage parce qu'on manque l'écologie arctique. Ça va aller. Mais pour les personnes qui habitent là-bas, c'est peut-être une vie plus généreuse pour l'économie. Pour ajouter quelque chose, les courants sont aussi responsables des apports en nutriments et en oxygène. Et donc, si les courants, d'une quelconque manière, sont modifiés ou qu'il n'y a plus de courant, ben, on peut avoir des modifications dans les apports de nutriments et dans les apports en oxygène qui vont directement affecter les différentes espèces aussi. Merci. Je vous propose de prendre une dernière question et puis traditionnellement on continue encore le débat autour d'un dernier verre et je pense que les chercheurs resteront attentifs. Alors quand on parle d'aquaculture, c'est peut-être un petit peu plus simple parce que si par exemple on sait qu'on a une vague de chaleur qui va arriver, ben, peut-être vendre les stocks qu'on a dès maintenant, de s'en débarrasser, même peut-être qu'ils n'auront pas atteint la taille ou le poids idéal, mais qu'au moins on pourrait en tirer quelque chose. Dans le cas de certaines espèces, on peut également dans le cas de certains types de coquillages, on peut également les sortir de l'eau par exemple. Après, pour le cas des espèces sauvages, on va dire, je ne sais pas s'il y a vraiment quelque chose à faire, malheureusement, c'est un peu compliqué. Il faut surtout compter sur le fait qu'on espère qu'elles puissent nager, se déplacer pour migrer, et si elles ne peuvent pas migrer, on espère qu'elles sauront s'adapter peut-être un peu assez rapidement. Enfin, je ne sais pas si vous avez d'autres solutions à ajouter. Des petites recettes, il n'y en a pas des tonnes. Donc, je pense que la solution la plus importante, c'est vraiment chercher de pousser les gouvernements à opter pour une transformation énergétique et agricole pour qu'on puisse émettre de moins en moins. Donc, l'Europe, elle a promis et s'est engagée. Et donc il faut peut-être être encore plus courageux, mais il faut que les nations suivent ce que l'Europe, par exemple, préconise. Voilà, donc on va conclure ici la session de questions, mais comme Thomas a dit, donc on peut rester ici et on est vraiment à l'écoute des autres questions qui peuvent venir. On peut se mélanger avec vous, c'est peut-être un peu barrière ici. Donc je voulais remercier donc, les 4 orateurs qu'on a eu aujourd'hui. Je pense qu'ils ont vraiment donné un bon point de vue, c'était vraiment très sympa. J'espère, comme j'avais dit au début, que ça reste quand même dans un point positif. Donc il y en a encore quelque chose à faire, on peut encore se sauver. Et voilà, merci à tous et on continue sans micro. Voilà, merci.